La volonté et la détermination sont les atouts majeurs dans la réalisation d'un projet. La volonté du président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la détermination du gouvernement au travers du ministre de l'Industrie M. Paluku et l'expertise du comité de direction de l'agence des zones économiques spéciales ont bradé les embûches et lancé la toute première production de la zone pilote des Maluku. Le directeur général de cette agence nous dresse le parcours de cette zone pilote des Maluku. Nous vous disons merci de vos messages, de vos appels sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et salut à vous. Maintenant, nous allons appeler le directeur général de la dite agence. Alors, comme je l'avais dit tantôt, la volonté et la détermination sont les atouts majeurs dans la réalisation d'un projet. Et ici, nous avons M. Ogi Bolanda, le directeur général de l'agence des zones économiques spéciales, qui va se présenter une fois de plus pour nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent de partout. Merci beaucoup pour nous avoir invités une fois de plus sur votre plateau. Mais avant toute chose, je tiens d'abord à saluer vos nombreux téléspectateurs. Tous ceux qui vous suivent à travers le monde, je tiens d'abord à les saluer parce qu'ils ont le temps de nous suivre ensemble avec vous. Merci. Je profite aussi de votre micro pour saluer les autorités, en commençant par les chefs de l'État, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les gouvernements, les premiers ministres, tous les membres du gouvernement et plus spécialement les ministres de l'Industrie, qui est notre tutelle. Voilà, Julien Paluku. Bien sûr. Nous les saluons aussi, sans oublier le président de la République. Bien sûr. Nous saluons aussi les membres du conseil d'administration de la ZES, parce que depuis le mois de novembre de l'année passée, il a plu au chef de l'État de nommer aussi les membres d'administration du conseil d'administration de l'agence des zones économiques spéciales. Je salue aussi enfin tout notre personnel. Voilà, donc je suis M. Ogi Bolanda Menga Momene. Je suis le directeur général de l'agence des zones économiques spéciales, suivant la volonté du chef de l'État, parce qu'il m'a plu depuis le 11 novembre de l'année passée de me nommer directeur général de l'agence des zones économiques spéciales. Voilà. Mais avant ça, vous étiez chargé de mission de cette agence, hein, parce que l'histoire est toujours importante. Moi, j'ai d'abord commencé comme coordonnateur de la cellule d'appui aux zones économiques spéciales, qui avait été mise en place par la Banque mondiale. Ensuite, j'ai été désigné chargé de mission de l'agence des zones économiques spéciales, avant d'être nommé par le président de la République, directeur général, parce que, vous savez, l'agence des zones économiques spéciales est un établissement public. Et suivant la loi qui régit les établissements publics, c'est le chef de l'État qui doit nommer les animateurs des établissements publics. C'est la raison pour laquelle il a plu au chef de l'État, que je remercie encore aujourd'hui, de me nommer directeur général pour présider aux destinées de l'agence des zones économiques spéciales. Voilà un peu pour la petite histoire. Donc je suis là. Je ne suis pas tombé comme un cheveu dans la soupe. C'est-à-dire que j'ai quand même un parcours qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai été nommé directeur général de l'agence des zones économiques spéciales. Qu'est-ce qui était les difficultés que vous avez rencontrées lorsque vous étiez chargé de mission? Parce que ce n'était pas facile. Personne n'y croyait d'ailleurs. Oui, bon, il faut dire que les difficultés que nous avons rencontrées sont des difficultés d'ordre général, hein, dans la mise en place, dans la mise en œuvre des projets des zones économiques spéciales. Parce que vous savez, les ZES apparaissent aujourd'hui comme une matière nouvelle ici au Congo. Donc, il fallait beaucoup de pédagogie, il fallait beaucoup de détermination, comme vous l'avez dit au début ici, parce que, vous savez, les zones économiques spéciales, au niveau du gouvernement, on a recouru aux zones économiques spéciales, en fait, pour contribuer dans l'amélioration du climat des affaires, afin d'attirer les investissements. Et je vous assure, ce n'est toujours pas facile, parce que nous continuons à rencontrer encore beaucoup de difficultés pour faire avancer les choses, parce que devant nous, il y a aussi ceux-là qui ne comprennent pas très bien que les zones économiques spéciales, dès par la loi veut que les zones économiques spéciales soient régies par un régime particulier. Ce régime particulier fait que les ZES dérogent à beaucoup de lois. Les ZES, ce n'est pas les droits communs, mais c'est un régime spécial. C'est la raison pour laquelle il y a toute une loi, c'est la loi 14/022 du 7 juillet 2014, qui fixe les régimes des zones économiques spéciales. D'ailleurs, depuis le 11 septembre de cette année,
le président de la République a signé une nouvelle ordonnance. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé Oui. de novembre 2020 et au septembre 2023? Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la loi que nous avions de 2014 a été modifiée et complétée. C'est-à-dire qu'il y a certains aspects, il y a certains articles qui ont été élagués. Il y a Lesquels oui, très rapidement. je vais vous expliquer. En fait, nous avons noté 9 innovations dans la nouvelle loi. La première chose, c'est que dans la nouvelle loi, vous allez retrouver tous les avantages que l'État congolais accorde aux entreprises et aux aménageurs qui viennent dans les zones économiques spéciales. Ça, c'est le premier élément. Donc, avant, nous étions sous l'emprise du décret 20/004 du 5 mars 2020 qui fixait les avantages. Mais aujourd'hui, tous ces avantages-là ont été placés dans la loi. Et quels sont ces avantages? Ces avantages-là concernent la fiscalité. Donc, c'est Le droit des douanes. les droits des douanes, ce sont les impôts, ce sont les taxes, ce sont les redevances, d'une manière générale, parce que la loi donne 20 ans d'exonération ou de facilité aux aménageurs et 10 ans... 20 ans? Oui, 20 ans. Aux aménageurs, parce que l'aménageur, c'est qui? L'aménageur, c'est celui qui viabilise la zone économique spéciale. C'est celui qui va construire les infrastructures. Celui qui a un partenariat public-privé avec l'État Avec congolais. l'État, voilà. Nous, en tant qu'agence des zones économiques spéciales, nous signons avec les aménageurs pour viabiliser les zones économiques spéciales. Et il va dépenser beaucoup d'argent. C'est la raison pour laquelle l'État lui donne toutes ces années-là pour amortir son investissement. C'est à peu près combien la somme? Bon, ça dépend d'une zone à une autre. Mais Voilà. si vous prenez le cas de Maluku, parce que tout dépend des études qui ont été faites, et tout dépend aussi de la nature des terrains. Si vous avez un terrain plat, je crois que vous n'aurez pas beaucoup à dépenser parce que nous avons, par exemple, si nous prenons le cas de Maluku, nous sommes en train de dépenser beaucoup d'argent parce que c'est un terrain qui est vallonné. On dépense de l'argent parce qu'il faut faire des talus, il faut faire beaucoup de choses pour pouvoir donner une superficie qui Baliser soit... les terrains. Voilà. Alors, pour le cas de Maluku, il faut au moins 103 millions de dollars pour faire la zone économique. 103 millions. Oui. Mais ça, Et comme l'État a je donné dis, combien jusqu'à présent? bon, l'État a déjà donné les 20% de ces montants-là. Si on peut les chiffrer à plus de 20 millions de dollars. C'est énorme. Oui, que l'État a disponibilisé. Et c'est ce qui a permis que l'on puisse commencer des travaux de viabilisation de la zone. C'est-à-dire que si vous allez aujourd'hui à Maluku, d'ailleurs, ce n'est pas à vous que je vais le dire parce que vous êtes avec nous dans ces processus depuis des années. Si vous regardez même dans vos archives, vous allez voir comment étaient ces terrains à l'époque. Si vous allez aujourd'hui... Il n'y avait rien, là, je dois le dire. C'était la brousse. Voilà, rien que de la pelouse. C'était des serpents qui passaient par là. Mais aujourd'hui, si vous allez à Maluku, vous allez trouver autre chose. La voirie est là, l'État est en train de faire des routes, est en train de viabiliser la zone. C'est grâce... Au 20%, je le dis. Aux 20% de 5 et quelques millions qui sont prévus pour faire la zone économique spéciale. Donc tout dépend de la taille de la zone et si il y a des contraintes de mise en œuvre. Plus il y aura beaucoup de contraintes pour mettre en œuvre, pour construire la zone, plus l'État va dépenser beaucoup d'argent. C'est la raison pour laquelle nous demandons toujours aux dirigeants, notamment aux gouverneurs et autres, de disponibiliser des terrains pour faire des projets de zone économique spéciale. Donc, pour revenir dans ce que nous étions en train de dire par rapport à la loi, c'est que j'avais dit que ces avantages-là concernent les droits des douanes, les impôts, les redevances et autres. Donc, tous ces avantages sont maintenant dans la loi. Donc, ça rassure plus les investisseurs. Parce que pour les investisseurs, il y en avait qui avaient des craintes. Ils disaient, mais vous mettez nos avantages dans un décret. Vous savez, les processus de signature d'un décret et les processus de promulgation d'une loi, ce n'est pas la même chose. Souvent, c'est long. Oui. Pour la loi, c'est très long et ça sécurise plus parce qu'il faut que ça passe par le Parlement, l'Assemblée nationale, les Sénats, au niveau des différentes commissions, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat. Et enfin, ça doit atterrir sur la table du chef de l'État. Si les chefs d'État trouvent que cette loi-là, les chefs d'État ont aussi un mot à dire. Il s'agissait de recettes de l'État. Voilà, il peut aussi recaler la loi. Facile. Voilà, donc, mais les décrets, les processus n'est pas les mêmes. Donc, pour sécuriser les investisseurs, finalement, nous avons mis tous ces avantages-là dans la loi aujourd'hui. Et comment comptez-vous le compenser? Parce que les gens se diront, lorsqu'on doit exonérer toutes les entreprises qui s'installent dans la zone pilote de Maluku, quelle serait le récompense du trésor public? Bon, vous savez c'est juste une illusion que les gens ont. Regardez, mais ils cèdent une partie de recettes réalisées par la zone. C'est vrai, c'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un fait... Vous savez, les gens qui jouent aux dames, ils disent toujours, ils jouent au qui perd gagne. Ils préfèrent
perdre un peu pour gagner plus. Ce qu'elle était en train de perdre aujourd'hui, en termes de fiscalité et autres, l'État va les gagner. Après, quand cette période va prendre fin. Mais en attendant, tout n'est pas totalement exonéré. Il y a certaines taxes qui sont payées. Pour d'autres, les entreprises vont payer la moitié, 50%, à part les droits des douanes et les impôts. Mais les autres, les entreprises payent 50%. Donc l'État ne perd pas tout. Pas totalement. L'impôt que payent les travailleurs, l'IPR, c'est payé. Dans les zones économiques spéciales, des aménageurs et des entreprises doivent retenir l'IPR. Dans la source, comme d'habitude. Et payer ça à l'État. Ouais. Dans les zones économiques spéciales, les entreprises et les aménageurs doivent respecter la législation sociale. Ce n'est pas parce que vous êtes dans la zone économique spéciale que tout ce qui concerne la pension n'est pas exonérée. Vous devez vous affilier à la CNSS, vous devez commencer à payer pour vos agents. Dans les zones économiques spéciales, ce n'est pas exonéré. Et tout ça aussi, c'est toujours de l'argent que l'État va prendre. Dans les zones économiques spéciales, les assurances. C'est beaucoup d'argent que les opérateurs économiques qui sont dans les zones économiques spéciales vont commencer à dépenser pour assurer leurs investissements. Mais l'assurance, c'est quoi? L'assurance, c'est l'argent qui est ici au Congo parce que ces entreprises-là vont s'assurer auprès des entreprises qui sont au Congo. Les entreprises des zones économiques spéciales vont commencer à faire les opérations avec les banques. L'État va toujours récupérer. Vous savez, chaque fois que vous faites une opération avec une banque, l'État récupère la TVA. Et c'est pour dire que on ne perd pas tout, mais on est en train en fait de solidifier notre économie, de donner plus de poids, plus de résilience à notre économie, parce que les entreprises nouvelles qui viennent, ils vont créer des emplois. Regardez aujourd'hui, je vous dis, si vous allez à Maluku aujourd'hui, vous voyez comment la société Saphir est en train de produire des carreaux mains. La nouvelle loi, aujourd'hui, tous les espaces, donc on a précisé ça dans la nouvelle loi, les espaces qui sont des zones économiques spéciales sont des espaces sous douane. C'est la DGDA qui gère tous ces espaces-là. Qui collecte. Non, il gère les espaces, c'est-à-dire que en tant que territoire sous douane, quand les entreprises des zones économiques spéciales importent du matériel, importent des marchandises, ces marchandises-là ils ont un régime suspensif des droits. Ils sont exonérés automatiquement. Ils sont totalement exonérés. Vous avez des mécanismes suivis pour contrôler effectivement que ces matériels-là sont bel et bien des entreprises qui sont dans la zone. La DGDA a l'expertise pour ça. Et nous travaillons avec la DGDA. J'ai dit que la zone économique spéciale est un territoire sous douane parce que la DGDA, des services des douanes, dans toutes les zones économiques spéciales à travers le monde, ils travaillent avec des services des douanes. Parce que c'est l'argent que l'État... En fait, l'État, c'est l'élect de ses ressources, mais il ne peut pas laisser ça entre les mains de n'importe qui. Il doit contrôler. Il doit contrôler. C'est la raison pour laquelle les espaces sont sous le contrôle des douanes et les biens qui sont dans ces espaces-là, ils ont un régime suspensif. Chaque fois que les biens changent de régime, les services des douanes doivent voir. Si ça serait exporté, les services des douanes doivent acter que c'est exporté. Si ça va entrer dans les territoires locaux, les services des douanes doivent toujours donner son avis. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième innovation que cette loi amène, vous savez, les entreprises qui sont des zones économiques spéciales peuvent faire des bénéfices. Et aujourd'hui, avec la nouvelle loi, les entreprises qui font des bénéfices, ils vont payer la moitié. De la TVA? Non, l'impôt sur les bénéfices, l'IBP. Voilà. Ils vont payer au moins la moitié. Quand une entreprise fait bénéfice, parce que l'État a accepté qu'ils importent du matériel en exonération. Beaucoup de choses sont exonérées. Beaucoup de facilités. Mais cette entreprise, à la fin de l'année, déclare un bénéfice. Avant d'arriver au bénéfice, c'est-à-dire que toutes les charges ont déjà été prises en compte. Par l'État d'ailleurs, oui. Presque la plupart. Oui. La plupart de toutes les charges. Maintenant, les bénéfices qu'il va tirer, il faut qu'il donne ne fût-ce qu'une partie à l'État. Ça, nous avons mis ça dans la loi qui a été publiée. Autre chose encore, l'initiative de création des AS. On a étendu ça. Les gouvernements centraux peuvent le faire, les provinces aussi. Aujourd'hui, une province peut demander à l'Agence des zones économiques spéciales de l'accompagner pour faire une zone économique spéciale. Dans sa province? Bien sûr. Donc, vous avez déjà été sollicité par certains gouverneurs? Oui. Nous sommes déjà dans les Haut-Katanga. Nous sommes dans les Lualaba. Le Congo central, nous sommes en contact avec eux. Vous savez, d'ailleurs, c'est à travers vous que nous étions en contact avec le gouverneur de Ouélé. Des échanges continus. L'initiative, maintenant, revient et à l'État, et au secteur privé, et au gouverneur de province, c'est-à-dire des démembrements de l'État. Voilà. Une autre chose que cette loi-là apporte encore aujourd'hui, c'est que dans l'ancienne loi que nous avions,
la ZES n'avait vraiment pas le pouvoir de sanctionner. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle loi, c'est bien écrit. Vous pouvez sanctionner comment? La ZES a le pouvoir... Qu'est-ce qui va vous pousser à sanctionner une entreprise, une usine qui s'est installée dans la zone? Parce que quand nous, tout commence par ce que nous signons avec l'entreprise ou avec l'aménageur. Nous signons un contrat d'aménagement. Dans les contrats d'aménagement, il y a des obligations des uns et des autres. Si l'entreprise ou l'aménageur n'arrive pas à respecter ses engagements, nous avons le pouvoir. Un exemple, c'est déjà fait ou c'est encore... on a déjà fait ça dans le passé. Avec l'aménageur. Bon, ça c'est déjà passé, on a fait ça. Mais maintenant, dans la loi, c'est dit que la ZES peut sanctionner, la ZES peut retirer la convention d'occupation, la ZES peut retirer le contrat d'aménagement. Avant, ce n'était pas très clair. Mais aujourd'hui, il n'y a même pas de discussion à faire. C'est bien écrit dans la loi. Même les avantages que nous accordons. Les avantages sont accordés, si nous parlons de 10 ans aux entreprises, c'est 5 fois 2. C'est-à-dire que nous accordons pour 5 ans, on évalue, si nous trouvons que l'entreprise a respecté ses engagements, on reconduit pour 5 ans. L'aménageur a respecté ses engagements, on reconduit encore pour 10 ans pour faire les 20 ans. Donc, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui les pouvoirs de sanctionner. Aujourd'hui, avec la nouvelle loi, vous savez, la mise en place des zones économiques spéciales est une matière transversale. Ça requiert l'intervention de beaucoup de ministères. Aujourd'hui, avec la nouvelle loi, le Premier ministre a le pouvoir, à travers la nouvelle loi, de diriger un comité de pilotage des zones économiques spéciales. C'est-à-dire que certaines matières peuvent déjà être discutées au niveau du gouvernement, à travers le comité de pilotage, pour qu'au niveau des autres ministères, qu'ils puissent bien s'impliquer. Je vous dis ici que nous avons... le travail devient complémentaire à ce moment-là. Oui, c'est-à-dire que ça a toujours été comme ça. Maintenant, on responsabilise. Davantage. L'avantage, on sait que c'est l'autorité du gouvernement à travers le Premier ministre. Maintenant, ça ne sera plus l'affaire du ministre de l'Industrie seul. Parce qu'avant, ça paraissait comme si je peux parler de mon ministre actuel, c'est comme si c'était l'affaire du ministre Julien Paloukou. Ah, mais lui, on voit qu'il est partout, il fait ceci, il va là-bas, il va... Alors que d'autres aspects devraient être pris en compte par d'autres ministères. Mais à travers les comités de pilotage, le Premier ministre va prendre des directives que tel ministre doit suivre, tel doit suivre, pour accompagner la vision. Vous avez eu déjà des discussions avec les autres ministères en termes de tout ce qui il y aura peut-être dans l'État avec le complémentarité. Nous le faisions déjà parce que déjà nous, au niveau de l'Agence des zones économiques spéciales, nous avons une commission d'octroi des statuts des ZES. Quand nous octroyons les statuts des zones économiques spéciales, nous ne faisons pas ex nihilo. Ou bien moi, je suis là dans mon bureau, je décrète, pouf, toi, là-bas, je donne une zone économique spéciale. Non, je n'ai pas ce pouvoir-là. Mais nous avons toute une commission qui siège. Dans cette commission-là, c'est interministériel. Il y a des services de l'État qui viennent, qui participent avec nous, qui suivent avec nous. Vous voyez? Donc, mais aujourd'hui, avec la nouvelle loi, nous sommes montés encore à un niveau plus élevé. Vous êtes devenu trop responsable. Oui, maintenant c'est... Vous pouvez prendre des décisions. Oui, maintenant on implique davantage le Premier ministre à travers les comités de pilotage des zones économiques spéciales. En fait, il y a eu un comité de pilotage dans les temps. Lorsque nous étions encore à l'époque de la cellule d'appui aux zones économiques spéciales, ça c'était encore au moment. Et c'est pas parce que vous commencez à vous sentir faible, parce que non, pas du tout, pas du tout. Vous dites je suis faible, je ne sais plus quoi faire, je trouve que la charge elle est devenue lourde par rapport à tout ce que j'avais avant. Non. Les compétences sont d'attribution. Vous insistez sur ça. Non, les compétences sont d'attribution. Moi, je ne vais pas me donner des compétences. Maintenant. Pas du tout. Je ne vais pas me donner des compétences que je n'ai pas. Mais seulement, compte tenu de la transversalité des zones économiques spéciales, l'État ou le gouvernement a voulu que nous puissions changer les choses. C'est-à-dire qu'avec les comités de pilotage, il y aura encore une impulsion nouvelle parce que le Premier ministre pourra donner des injonctions aux autres ministres pour accompagner. Autre chose que cette loi-là apporte encore, c'est quoi? La loi responsabilise davantage les ministres des Finances. La loi aujourd'hui dit que les ministres des Finances... Oui, parce que c'est lui qui gère l'argent. Il y a des exonérations et tout ça. C'est l'État qui se délecte de ses moyens. Alors, on donne au ministre des Finances un certain pouvoir à la demande de la ZES. Le ministre des Finances peut prendre un arrêté pour octroyer un certain avantage, aux entreprises qui sont dans la zone économique spéciale. Tout ça est fait pourquoi? Tout ça, c'est dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. On cherche vraiment à simplifier les choses. Dans les zones économiques spéciales, enfin, une autre innovation, la loi prévoit aujourd'hui l'existence d'un médiateur fiscal. S'il y a un contentieux fiscal dans la zone économique spéciale, ça ne va pas se régler n'importe comment.
le ministre des Finances va nommer un médiateur fiscal qui sera là pour aider à ce que les problèmes qu'on pourrait trouver dans les zones économiques spéciales soient résolus. Dans la loi, on a encore mis un point d'honneur. S'il y a des conflits dans les zones économiques spéciales, il y a des mesures pour pouvoir recourir au père. Des mesures préventives, si je peux le dire de la sorte. Oui, l'arbitrage, c'est ce que je voulais dire. Donc vous anticipez. Oui, on veut que ça soit, qu'on puisse recourir à l'arbitrage, qu'on puisse vraiment simplifier les choses pour éviter d'aller toujours devant les cours et tribunaux. Dans les zones économiques spéciales, on prévoit dans la loi, et ainsi que dans les autres documents, tout ça, des clauses compromissoires. De telle sorte que s'il y a des conflits, il y a des choses comme ça, il faut recourir à l'arbitrage pour trouver des solutions, pour faire avancer les choses. Avez-vous cru au début de cette évolution de l'agent des zones économiques spéciales? Vous avez cru? Oui, je dois le dire, oui. J'ai cru pourquoi? Parce que au début, vous avez su que vous allez arriver, vous allez atteindre ces niveaux. Ça n'a pas été facile. Non, vous avez cru. Oui, j'ai cru, c'est pourquoi, bon, je ne voudrais pas parler de moi-même, mais j'ai dit que j'ai cru, c'est pourquoi, malgré les difficultés qu'on a connues tout au long de ces processus, nous avions toujours été là. Nous avions toujours été là, nous avons supporté beaucoup de coups, mais nous avons toujours été là pour accompagner cette action. Ça n'a pas été facile, mais le travail est en train de se faire. Le travail est en train de continuer, et la chance que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons des autorités qui nous continuent à nous appuyer. Nous avons cru, c'est la raison pour laquelle, contre vents et marées, nous avons tenu bon. Et nous avons cru parce que c'est la vision du président de la République, c'est le gouvernement, c'est l'État congolais qui a voulu faire les zones économiques spéciales. Du moment où il y a déjà tout un régime qui existe, les zones économiques spéciales, il faut y aller. Et puis les zones économiques spéciales aujourd'hui, ce n'est pas seulement en RDC. Regardez chez tous nos voisins. Ils font ces zones économiques spéciales. Donc nous avions, nous aussi, intérêt, parce que les voisins n'ont pas ce que nous avons. Ça, il ne faut pas avoir honte de le dire. Nous pas assez d'espace. Oui, la RDC est plus riche que tous nos pays voisins. Ça, moi, je n'ai pas honte de le dire. Le marché est grand. Le monde entier le connaît, que la RDC est un pays riche, avec beaucoup de ressources. Mais nous devons arriver à transformer ces ressources. C'est la raison pour laquelle... C'est potentiel en richesse. C'est la raison pour laquelle l'État a recouru aux zones économiques spéciales. Parce qu'on ne développe pas un pays avec des mesures économiques conjoncturelles. Il faut des mesures structurelles. Et les zones économiques spéciales font justement partie de ces mesures structurelles de long terme. Voilà, qui pourraient faire que notre économie, on parle de la résilience de notre économie est une économie résiliente parce que malgré tous les coups que le monde est en train de connaître, on a connu le Covid, il y a maintenant la guerre en Ukraine, il y a tout ce que nous connaissons dans notre pays ici, la guerre à l'Est, il y a beaucoup de problèmes, mais l'économie de la RDC est quand même assez résiliente. Mais cette résilience-là doit se poursuivre. Doit être continuelle. Et pour que cela puisse continuer, il faut améliorer l'outil de production. Il faut que les secteurs industriels prennent les relais. En parlant du secteur industriel, parlez-nous brièvement du parcours de la zone pilote de Maluku. Voilà. La zone pilote de Maluku a été conçue comme je dis, c'est une zone pilote, c'est-à-dire une zone modèle. Elle a été créée... c'est la toute première zone. C'est la première zone. Elle a été créée depuis 2012 par décret du Premier ministre, depuis 2012. Mais il fallait tout un cheminement pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Quand on a signé les décrets sur les zones économiques spéciales, on n'avait même pas encore la loi sur les zones économiques spéciales. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas encore de loi sur les zones économiques spéciales. C'était un essai. Oui. Il n'y avait pas encore la loi sur les zones économiques spéciales. Donc, on a déjà lancé l'idée de créer la zone économique spéciale à travers un décret. Nous avons travaillé depuis ce temps-là pour arriver à mettre en place les régimes à travers la loi. Après la loi, il fallait mettre en place l'agence qui devrait suivre. Il fallait faire les expropriations à Maluku. Nous avons commencé les expropriations depuis 2013. On a exproprié les gens. Si vous allez à Maluku aujourd'hui, tous ces espaces-là, c'était des espaces occupés. Il y avait des gens qui étaient là. Qui habitaient. Des gens habitaient là-bas. Mais longtemps. L'État a récupéré parce que c'est prévu. L'État peut exproprier pour cause d'utilité publique. Il suffit que l'État donne des compensations. L'expropriation pour cause d'utilité publique est légale. L'État a fait ça à Maluku. Donc tout ce que vous voyez aujourd'hui, l'État a dépensé pas moins de 4 millions de dollars pour exproprier les gens.
il fallait sécuriser la zone. Il fallait faire un mur de clôture. Construire les murs de clôture. Et c'est un mur de plus d'1 kilomètre, les contours de ces murs-là. Et ça coûtait de l'argent encore à l'État. Je crois plus de 3 millions de dollars ont été encore dépensés pour faire ces murs-là. Il faut assurer la sécurité dans cette zone économique spéciale. Il fallait mettre des gens pour surveiller, pour suivre, pour faire tout ça. Donc, aujourd'hui, nous sommes à l'étape où, comme vous avez suivi, depuis l'année passée, nous avions signé un contrat d'aménagement en 2020 pour lancer les travaux d'aménagement de la zone. Et l'année passée, en 2022, nous avons signé des conventions d'occupation avec quelques entreprises. Lesquelles? Oui, nous avons au total signé avec 7 entreprises. À la fois? Oui, 7 entreprises, dont 2 entreprises de travaux. Il y a une entreprise CGCD des travaux, c'est l'entreprise chinoise qui fait les travaux de construction de voiries, construire de routes, tout voilà. ça. Et puis il y a une deuxième entreprise, c'est la société, c'est Ray Group qui s'occupe de l'électricité. Ça, ce sont les entreprises que nous considérons comme du secteur des travaux. À part ça, il y a les entreprises industrielles. Ce qui nous intéresse le plus maintenant, c'est ça. Les entreprises industrielles, parmi lesquelles il y a la société Saphir, dont la production a été mise sur marché depuis le 2 septembre par les Où sont vendus? Je repose cette question. Je vais répondre à cette question. Je vais y répondre. Sur le marché intérieur. Je vais y répondre. La deuxième entreprise qui est en train de s'installer, si vous allez à Maluku aujourd'hui, j'étais avec vous là-bas, je crois, il y a de cela 2 ou 3 mois. Allez aujourd'hui à Maluku, vous allez voir la société Pepsi. Pepsi, c'est une société américaine. Mais sa franchise, Varun, est en train de s'installer ici. Ils n'ont pas encore commencé à produire. Ils sont en train d'installer leur usine. Ils sont en train de monter maintenant les hangars, ils sont en train de faire tout ça. Leur production est prévue pour le mois de mai de l'année prochaine. Mais dans quelques mois. Dans quelques mois, donc. Plus ou moins 8 mois, c'est tout. Oui, je crois qu'on va voir encore les produits Pepsi ici. Il y a une société aussi qui a signé avec nous, la société Sopaco. Et ils sont dans le secteur de l'agro-industrie. Ils vont transformer des huiles végétales. Ils vont produire de la margarine, ils vont produire de la mayonnaise. Ils ont des projets de produire même des spaghettis, des macaronis là. Ils vont les faire. Ils vont les faire sur place, ici au Congo. Nous sommes en train de préparer, de signer avec la régie des eaux. À Maluku. Ah oui. Vous êtes la première d'ailleurs à le savoir. La régie des eaux nous a contactés. Pourquoi la régie des eaux nous a contactés? Non, pourquoi on ne connaît parce que... Oui, la régie des eaux importe beaucoup de tuyaux, beaucoup d'intrants pour... Donc c'est la toute première... distribuer pour distribuer de l'eau. Vous savez, pour faire des canalisations d'eau, ça demande des gros tuyaux. Pour amener ces tuyaux-là ici au Congo, ça coûte trop cher. Et il y a aussi un problème de logistique. Mais aujourd'hui, la régie des eaux s'est lancée dans un projet pour les produire localement et il va les faire dans la zone de Maluku. Les échanges... Ça va nous aider à réduire les factures. Oui, la distribution d'eau. Et réduire le coût, je dis. Bien sûr, oui, parce que ce sont des matériaux produits ici localement, ça sera différent. Donc même la distribution d'eau dans nos quartiers, dans nos villages, bien sûr, parce que les matériels seront produits ici, les matériels seront disponibles. Il y a des entreprises qui nous contactent, qui veulent faire des câbles électriques. Madame, nous sommes tellement sollicités, à tel point que nous n'avons même pas de place pour satisfaire tout ce monde-là. On n'a pas assez de place. C'est la raison pour laquelle, pour le moment, quand nous recevons des demandes, des espaces, nous orientons les gens vers une deuxième zone, la zone de Kinmalebo. Vous avez vu ça dernièrement. Ils sont en train de s'installer aussi. C'est une zone privée, dans le cadre d'un partenariat avec l'État, bien sûr. Ils sont en train de s'installer. Quand nous, on n'a pas assez d'espace, on envoie les gens là-bas pour aller voir avec eux aussi. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'étape où la zone est devenue opérationnelle. La zone de Maluku, madame, ce n'est plus une vue de l'esprit. C'est une réalité. Où sont vendus justement les carreaux qui sont produits dans la zone plus lourde de Maluku? Les carreaux qui sont produits à Maluku, vous savez, j'ai dit que la zone économique spéciale est un territoire particulier. Ce n'est pas n'importe qui peut aller acheter des carreaux à Maluku. Il y a toute une procédure. Laquelle? La procédure veut que la société Saphir livre ces produits-là à des grossistes. C'est eux qui vont acheter à Maluku et qui vont les vendre au niveau des quincailleries et autres. Mais moi, en tant qu'individu, je ne peux pas aller comme ça passer une commande, non. Parce que j'ai dit que c'est un territoire sous douane, les services des douanes, les services de l'OCC. Tous ces services-là aux frontières
sont là aussi pour suivre. Donc, on ne peut pas aller acheter n'importe comment à Maluku. Mais la réalité, c'est que si vous allez aujourd'hui dans certaines quincailleries, vous allez voir des carreaux, sur les cartons, on a écrit Saphir. Si vous voyez des carreaux, des cartons Saphir, sachez que c'est des produits issus de Maluku. Nous allons vérifier, mais investiguer sur le marché intérieur de la République démocratique du Congo. Madame, j'ai reçu des coups de fil de Kisangani. Des gens m'appellent pour me dire, DG, dites-nous comment nous pourrons arriver à acheter les carreaux à Maluku. C'est la raison pour laquelle nous avons un projet de mettre un port à Maluku. C'est à travers ce port-là que tous ces produits-là seront disséminés à travers tout le territoire national. Les carreaux ou les autres biens qui vont sortir de Maluku peuvent arriver dans les Kasaï, peuvent arriver à l'Équateur, peuvent arriver à Kisangani, peuvent arriver partout. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que aujourd'hui, la zone économique spéciale de Maluku, c'est une réalité. Les gens qui ne croyaient pas aujourd'hui, ils commencent à dire, mais c'est pas possible. C'est ce qu'on nous disait là-bas. Comment qui m'a responsabilité, non, le Premier ministre. Pas du tout. Non. Au début, vous étiez pas du tout. Chargé de mission, DG. Vous commencez à dire non. Mais justement, cette responsabilité commence à peser. Justement, c'est pour bien faire les choses que nous cherchons à ce que ce n'est pas une affaire seulement du ministère de l'Industrie. En fait, c'est ça notre narratif, c'est ça. Ce n'est pas l'affaire du ministère de l'Industrie seul. Ce n'est pas l'affaire du ministre Paluku seul. Paluku, c'est vrai, le ministre Paluku, c'est vrai, c'est un maillon important, mais ce n'est pas seulement à lui. Regardez. Quand les entreprises viennent dans la zone économique spéciale, nous signons avec des entreprises. Mais pour que le matériel, les intrants et autres importés par les entreprises arrivent dans la zone économique spéciale, il faut que le ministre des Finances contresigne un arrêté avec le ministre de l'Industrie. Il faut que les services qui sont aux frontières soient sensibilisés. Nous avons signé dernièrement un protocole d'accord avec la DGRAD. Il faut que, parce que ces entreprises-là vont faire venir des expatriés. Vous savez, les séjours des expatriés dans les pays, ce n'est pas n'importe comment. Il faut que le ministère de l'Intérieur, à travers la DGM, soit informé. Favorise. Bien sûr. L'entrée de ces étrangers au pays. Oui. Il faut que ça soit bien suivi. Aujourd'hui, nous parlons de blanchiment des capitaux et autres, tout ça. Vous pensez que nos pays échappent à ça? Les services tels que les Sénaref et les autres, ils sont là pourquoi? Ils sont en train de suivre le travail que nous sommes en train de faire. Donc c'est pour dire que ce n'est pas l'affaire seulement du ministère de l'Industrie, ce n'est pas seulement l'affaire du DG de l'Agence des zones économiques spéciales, mais c'est une affaire qui concerne beaucoup de services de l'État. Et il faut que tout ce monde-là mette la main dans la pâte. C'est la raison pour laquelle j'ai dit au début ici que la loi actuelle a décidé de mettre en place un comité de pilotage pour bien suivre les choses. Tout ça, c'est pour que, au niveau des autres services, au niveau des autres administrations, que les gens s'impliquent pour que nous puissions avancer comme ça s'est fait ailleurs. Nous avons compris, l'agence de zones économiques spéciales, c'est un enfant qui a grandi, qui a besoin de tout le monde pour une bonne croissance, voilà. De sa santé. Exactement, c'est ça. Exactement. Nous continuons, mais nous avons vu dernièrement le chef de l'État a inauguré une usine ou l'usine des carreaux. Quels sont les points forts de cette cérémonie? Oui, il faut dire que d'abord nous tenons à remercier les chefs de l'État, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit les chefs de l'État. Et nous remercions les ministres de l'Industrie qui nous avaient promis, en disant, DG, je vais tout faire pour que la première usine qui va lancer sa production, que la production soit lancée par les chefs de l'État. Parce que vous savez, le ministre de l'Industrie avait refusé d'amener les chefs de l'État pour poser la première pierre. Pourquoi? Il n'a pas voulu de ça. Parce qu'on a posé trop de premières pierres. Les gens... Non, reprenez. J'ai dit que le ministre de l'Industrie... Là aussi, je vois vous à Maluku, peur, hein, non, on n'a pas eu peur. C'est-à-dire que le ministre de l'Industrie s'est dit ceci. Non, le malchance peut-être aura... Non, comme les gens ne croyaient pas. Il y aura malchance s'il venait poser la première pierre et que demain ça ne tenait pas parce que vous avez dit qu'il y a eu plusieurs premières pierres. Ce n'est pas ça. On a toujours posé des premières pierres. Pour commencer toujours poser les premières pierres. Il faut le dire. Dans des projets, souvent, c'est comme ça. C'est pas moi. Quand un projet commence, on amène toujours l'autorité pour poser une première pierre. C'est-à-dire pour lancer les travaux. Mais ce qui est arrivé, c'est quoi? C'est que dans certains projets,
L'autorité a lancé les travaux, mais les travaux n'ont pas tellement évolué. C'est la raison pour laquelle, pour les ministres de l'Industrie, il avait dit... Donc vous avez dit que vous devez être un enfant sage. Non, c'était même pas moi. Les ministres avaient estimé que pour la zone de Maluku, et comme aussi les gens ne croyaient pas trop, il dit non, moi je vais faire comme une surprise au chef de l'État, moi j'avance d'abord. J'ai fait ce que je dois faire, mais c'est quand la production va commencer que je vais dire au chef de l'État de venir voir. De la discrétion. Oui, c'est comme ça que nous avons tout fait avec l'appui du ministre de l'Industrie. À la première pierre. On n'a même pas voulu de première pierre. Qui n'a jamais été respectée. On n'a même pas voulu de première pierre. La seule première pierre qui avait été posée à Maluku, c'était lors de la construction du mur. À l'époque, c'est un ancien ministre de l'Industrie, c'était un peu, si je peux citer son nom ici, c'était le ministre Ilunga Lewu, qui à l'époque était ministre de l'Industrie, était venu pour poser la pierre pour construire les murs des clôtures. Mais pour lancer les travaux de construction, les ministres actuels avaient estimé que non, il fallait laisser ça au chef de l'État. C'est comme ça que nous avons travaillé jusqu'à ce que nous sommes arrivés à l'étape du lancement de l'usine des carreaux et le chef de l'État nous a fait l'honneur. Donc vous avez compris, c'est une technique. Oui. Ne pas inviter le chef de l'État pour la première pierre. Oui, c'est pour d'attendre la réalisation effective. Voilà, et le ministre appelait ça, lui comme une pierre de bénédiction. C'est-à-dire que le président vient lancer la bénédiction et aujourd'hui, on parle des carreaux made in Congo. Ce jour-là, c'était un jour spécial qui était laissé vraiment à la discrétion du chef de l'État. Nous-mêmes, là, on était effacés. Moi j'ai vu ce moment, ça m'a dit que le monsieur le DG, le programme prévoit que vous allez présenter les mots de bienvenue. Un point très. Dans l'organisation, dans le tout parcours, rapidement, comment évolue la seconde zone économique spéciale? Vous parlez de Kin Malebo. Oui, Kin Malebo, voilà. Oui. Comment elle évolue rapidement? La zone de Kin Malebo évolue très bien. Nous avons signé les contrats d'aménagement depuis le mois d'avril. Le 10 avril, si ma mémoire ne me trahit, c'était le 10 avril. Nous avons signé les contrats d'aménagement et les ministres des Finances et de l'Industrie ont déjà approuvé les contrats d'aménagement. Aujourd'hui, ils sont en train de faire venir du matériel. C'est tout ce que nous disons, madame. Les problèmes d'expropriation, ça nous fait beaucoup de mal. Parce que quand on veut faire un projet et que les terrains sont occupés... Est-ce que vous êtes imaginé de chercher peut-être un terrain pouvant abriter les gens que vous allez exproprier? Non, ça dépend. Vous avez déjà imaginé à cela? Ça dépend. On peut faire des compensations. Mais oui, pour chercher des terrains de récupération. Tout comme on peut payer. On peut payer. Et ce n'est pas exclu. S'il y a un terrain disponible, on peut déplacer les gens. Mais s'il n'y a pas de terrain disponible, on peut payer la contre-valeur. On paye quelque chose pour que les gens libèrent. Tu sais, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que la zone de Kin Malebo évolue. Vous avez suivi dernièrement le chef de l'État, même lors d'un conseil des ministres, a demandé à ce que les choses soient remises à l'ordre, de telle sorte que les expropriations sur cette zone-là aussi puissent se terminer. Parce que on a signé les contrats, il faut que les travaux de construction de la zone commencent. Mais il y a encore des petits problèmes d'expropriation qu'il faut... Et comment comptez-vous y remédier rapidement? En fait, ça, c'est même pas à notre niveau. C'est au niveau des ministres, les ministres des Affaires foncières, les ministres des Finances, les ministres de la Justice. Ils sont déjà là-dessus. Et ça ne va pas décourager la ménagère? Non, je ne pense pas. La ménagère est tellement motivée pour faire son projet ici. Vous savez, hein, madame, avoir les affaires au Congo, ce n'est pas donné à tout le monde. Comme ils ont déjà leur projet ici, le projet a été accepté. Ils ont signé d'abord un protocole avec l'État. Ils ont signé un contrat d'aménagement. Ils vont avancer. Ce sont juste les premières difficultés des parcours, mais c'est-à-dire que la zone est en train de se mettre en place, les processus continuent. On ne peut pas quitter ce plateau sans pourtant parler de perspectives d'avenir. Que prévoyez-vous à l'avenir, l'agence des zones économiques spéciales? Madame, moi je crois que, pour moi, je crois que l'avenir des zones économiques spéciales est lié à deux choses. Lequel? Premièrement, les fonciers. Il faut des terrains. Parce que pour faire les zones économiques spéciales, ce sont des espaces. Parce que nous donnons les statuts des zones économiques spéciales à des espaces, pas à un individu ou à une entreprise. C'est tel espace situé à tel endroit et décrété zone économique spéciale. Il faut qu'il y ait du terrain. Et quand nous parlons de zone économique spéciale, le principe fait que dans la zone économique spéciale, nous ayons un espace industriel, un espace commercial, un espace administratif, un espace résidentiel. Donc il faut que ce soit des terrains assez importants. La deuxième chose, c'est un problème de financement. C'est la raison pour laquelle le ministre de l'Industrie est en train de se battre pour que les fonds de financement des aides soient créés. Au niveau du gouvernement, c'est un processus qui est en cours. Je crois que dans les prochains jours, le Premier ministre signera ce décret qui va mettre en place les fonds de financement des aides, qui va mobiliser les moyens pour financer les projets des zones économiques spéciales. Rappelez-vous que j'ai dit ceci, qu'avec la nouvelle loi, l'agence des zones économiques spéciales peut, s'il y a des moyens,
avec des gouvernements provinciaux, commencer déjà à faire certains projets de zones économiques spéciales. Mais tout ça, il faut des moyens parce qu'il faut mener des études, ça doit être financé, il faut faire des travaux, ça doit être financé. C'est la raison pour laquelle, et les gens qui travaillent doivent être bien payés, madame. Moi, je ne voudrais pas faire travailler les gens qui ne sont pas bien payés et après qu'ils vont commencer à faire n'importe quoi, ça ne serait pas très bien. Très démotivé. Non, nous, on n'est pas là pour ça. Quand quelqu'un a travaillé, il mérite son salaire, il doit être payé. Donc, c'est ça. Donc, il faut que nous ayons tous ces moyens-là. Donc, j'ai parlé de ces choses-là, de moyens qui devront être mis à la disposition pour que nous puissions faire les zones économiques spéciales. Et je rappelle que les zones économiques spéciales constituent les 6e piliers du plan directeur d'industrialisation et que dans les PDI, c'est prévu au moins 1,8 milliard de dollars pour faire les zones économiques spéciales dans les 6 espaces industriels tels que prévu. En quelques lignes, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'évolution, de tout ce qui a été fait au sein de l'Agence des zones économiques spéciales? En quelques mots. En quelques mots, ce que je peux dire, c'est que l'AZES est en train de travailler. Vous savez, nous avons mené un conseil d'administration. La direction générale est là aussi. Nous sommes en train de plus en plus d'améliorer les conditions de travail de nos agents. Nous sommes en train d'avancer. Et aussi dire que les zones économiques spéciales, ce n'est plus une vue de l'esprit. Maintenant, c'est une réalité. Parce qu'au moins à Maluku, on peut venir voir une zone économique spéciale opérationnelle. Donc, la RDC aujourd'hui peut être comptée parmi les pays à travers l'Afrique qui ont des zones économiques spéciales fonctionnelles. Avant, c'était juste des projets. Mais aujourd'hui, je vous assure, je vous dis aussi que prochainement, dans le cadre de la chaîne des valeurs de batterie, il y a un projet de zone économique spéciale que nous sommes en train de suivre au niveau de la province du Haut-Katanga. Ce qui était une idée, un projet aujourd'hui, une réalité. L'AZES, c'est comme un enfant qui a grandi, qui a besoin de tout le monde pour une bonne croissance. Voilà pourquoi il y a eu des innovations à la nouvelle loi de la création de zones économiques spéciales. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est comptée parmi les pays qui ont leurs propres zones économiques spéciales. Un grand programme, un grand processus de l'industrialisation. Vous avez compris là. C'était la fin de ces numéros. Nous vous disons bonne suite de programme sur la chaîne nationale congolaise. Au revoir et à très bientôt.